Une antique machine à écrire égrène des secrets que personne n'a l'intention de lire. Bienvenue à Minuit Mystère, je suis votre hôte Gabriel. Dites-moi d'où vous écoutez ce soir. C'est grâce à vos commentaires que tout cela vaut la peine d'être fait. Commençons. C'est par une fraîche matinée de mars, alors qu'un brouillard gris ondulait comme un souffle sur les vitres de nos fenêtres de Baker Street, que l'étrange histoire de la machine à écrire en ivoire fit son apparition dans nos vies. Moi, le docteur John Watson, venais à peine de rentrer de ma consultation matinale que je trouvais Sherlock Holmes immobile près de l'âtre, son regard perçant fixé non pas sur le feu, mais sur une feuille de papier à lettres couleur crème, si délicatement tenue entre ses longs doigts. Sans se retourner, il s'adressa à moi. « Vos bottes me disent que vous avez emprunté votre itinéraire habituel par Cavendish Square ce matin, Watson, même si je parie que vous avez fait demi-tour, un peu plus tôt que d'habitude. Peut-être à cause du brouillard qui s'épaississait près de Wigmore Street. J'ai souri malgré moi. Tu as raison, même si je ne vois pas comment. Des bottes, mon cher. La semelle gauche est plus sèche que la droite, ce qui indique un demi-tour. Et votre manteau est encore humide au niveau des épaules. Votre sortie n'est donc pas si lointaine. Ajoutez à cela les restes de pollen de magnolia sur votre revers, trouvés uniquement sur le chemin sud de la place, et votre itinéraire est révélé. Il se retourna alors, un léger sourire aux lèvres, et me tendit la lettre. « Curieux, n'est-ce pas ?» dit-il. « Ceci m'a été livré il y a moins d'une heure par un jeune homme profondément bouleversé qui a refusé de donner son nom et s'est enfui avant que je puisse l'interroger. » La lettre ne portait aucune adresse, seulement un seau de cire, rouge cassé sur le bord. L'écriture à l'intérieur était précise, presque mécanique, mais d'un ton curieusement anxieux. « Monsieur Holmes, s'il y a un moment pour intervenir, c'est maintenant. Un héritage de tromperie a refait surface, lié à des clés qui ne devaient plus jamais frapper. Je n'ose pas signer car je suis surveillé. Cherchez la pièce au-dessus de la librairie Latimer, rue Wyndham. Vous y trouverez la vérité à moitié dite et une machine qui n'était plus censée écrire. » Un ami en péril sous les mots. Un léger filigrane en forme de lion rampant pouvait être discerné lorsqu'il était tenu à la lumière. Holmes reprit la lettre avec une sorte de curiosité respectueuse. Le papier est de fabrication autrichienne, rare en Angleterre, mais parfois utilisé par des dignitaires étrangers. Le filigrane, papeterie royale viennoise. Très curieux, Watson, vraiment très curieux. « Et la machine à écrire ?» demandai-je. « Une machine qui ne devait plus jamais écrire ?» Les yeux de Holmes brillèrent d'une étincelle indéniable. « Ah oui, voilà mon ami, peut-être le véritable fantôme de cette machine. Un héritage, une tromperie et un avertissement réunis. Je crois que nous sommes à l'aube d'une enquête des plus insolites. » Juste à ce moment-là, un coup sec frappa à la porte. Madame Hudson entra quelques instants plus tard, l'air étrangement anxieux. « Inspecteur Lestrade, monsieur, » dit-elle. « Il est en bas et dit que c'est urgent, une affaire de meurtre, dans une pièce fermée à clé. » Holmes frappa dans ses mains, non pas de joie, mais avec la satisfaction d'un homme à qui l'on vient de remettre la pièce manquante d'un puzzle. « Laissez-le entrer, Madame Hudson. J'ose dire que cette machine à écrire en ivoire a déjà frappé sa première note fatale. » Alors que les pas rapides de Lestrade résonnaient dans les escaliers, je sentais l'air de la pièce changer. Un brouillard invisible descendait sur nous, non pas des rues de Londres, mais des ombres d'un mystère déjà en mouvement. Holmes alluma sa pipe, les doigts jointifs devant les lèvres. « Le jeu, murmura-t-il, est en marche. » Une énergie particulière envahit Sherlock Holmes lorsque son esprit se penche sur un problème digne de ses facultés. Ce matin-là, alors que nous roulions avec l'inspecteur Lestrade dans un 4 roues vrombissant à travers les brumes de Marylebone, j'ai aperçu cette lueur singulière dans son regard, l'étincelle d'un homme qui a entrevu les contours du chaos et cherche maintenant à imposer l'ordre avec le scalpel de la raison. « Je dois dire, Holmes, » commença Lestrade en tirant sur ses gants avec impatience, « que cette affaire a laissé le Yard complètement perplexe.
propre comme une chapelle et tout aussi silencieux, et pourtant l'homme à l'intérieur est mort comme la pierre. Aucune trace, pas d'arme, et la porte était verrouillée de l'intérieur. La fenêtre? Demanda Holmes d'un air absent, déjà à moitié tourné vers la fenêtre embuée du taxi, verrouillée et intacte. Et la clé est toujours dans la serrure intérieure. C'est comme si le diable en personne avait traversé le mur. Une conclusion trop hâtive, murmura Holmes. Que savons-nous de la victime? Lestrade remua sur son siège. S'appelle Edwin Crayford, ancien journaliste devenu libraire de livres rares. Il possédait et exploitait une petite librairie sur Wyndham Street, la librairie Latimer, dont le nom n'a pas changé depuis le décès du précédent propriétaire. Il habitait un modeste appartement au-dessus, trouvé ce matin par le livreur. C'est lui qui a donné l'alerte. Je jetai un coup d'œil vers Holmes, me rappelant le mot énigmatique laissé 1 heure plus tôt. Wyndham Street, dis-je lentement. C'est l'adresse mentionnée dans la lettre. Holmes hocha simplement la tête, son esprit ayant déjà plusieurs longueurs d'avance sur nous. Wyndham Street était une étroite veine entre les grandes artères de la ville, à moitié engloutie par les immeubles et entrepôts environnants. Le brouillard était particulièrement épais dans ce couloir, étouffant les bruits et donnant aux devantures une pâleur spectrale. La librairie Latimer, nichée entre un bureau de tabac et une modiste au volet fermé, affichait le charme désuet d'une longue vie. Son enseigne oscillait doucement et ses vitrines encombrées de vieux volumes et de lampes de lecture en laiton. Lestrade nous fit visiter la boutique où rien ne semblait anormal. Une poussière flottait dans l'air, troublée seulement par le pas des agents postés pour maintenir la scène intacte. Un escalier en colimaçon à l'arrière menait aux pièces d'habitation. C'est là que l'étrangeté de l'affaire se révéla, pleinement. La porte de l'appartement portait un simple numéro en laiton 3B et ne montra aucun signe de violence. Un agent de police, un carnet à la main, se tenait à l'écart, hochant respectueusement la tête à notre entrée. La pièce était petite mais soigneusement agencée. Un bureau sous la fenêtre, un lit étroit et une bibliothèque le long du mur. Le lampadaire au gaz était éteint, mais la lumière du jour qui filtrait à travers les rideaux de dentelle conférait à l'ensemble un calme étrange. Edwin Crayford était étendu sur le plancher, entre le bureau et le lit. Ses membres étaient étrangement positionnés, comme s'il s'était simplement affaissé à mi-chemin. Son expression ne trahissait ni douleur ni inquiétude, seulement une étrange mollesse, comme s'il avait tout simplement cessé d'exister. Pas de sang, pas d'ecchymose, pas de blessure. Holmes s'agenouilla près du corps et l'examina avec l'attention captivée d'un chirurgien. Il renifla l'air puis le col de l'homme. Avec des doigts gantés, il examina les poignets et l'arrière des oreilles. Finalement, il sortit une loupe de sa poche et reporta son attention sur le bureau. « Watson, » dit-il sans lever les yeux, « que penses-tu de la cause ?» J'examinai l'homme de plus près. Il n'y avait aucune raideur dans les membres, la mort devait être récente. Les pupilles étaient dilatées. Une légère couche de sueur perlait encore sur son front. « Coup de foudre soudain », ai-je dit. « Peut-être cardiaque, mais les yeux, ça pourrait suggérer un empoisonnement. Peut-être quelque chose ingéré ou inhalé. Il n'y a pas de traumatisme évident. » Holmes hocha brièvement la tête. « Et pourtant, » dit-il en désignant la surface du bureau, « il y a ceci. » Devant le buvard et un pot de sable se trouvait un objet curieux. Une machine à écrire à manche en ivoire d'un modèle que je n'avais jamais vu auparavant. Compacte, élégante, avec ses touches posées sur de délicats leviers en laiton. La machine dégageait une élégance qui contrastait totalement avec le décor austère. Elle ne ressemble à aucune autre machine à écrire fabriquée en Angleterre, a déclaré Holmes. Remarquez la forme de la barre d'espacement, légèrement courbée à la manière viennoise. Les touches sont sculptées à la main. C'est une pièce sur mesure, peut-être unique. « Et alors ?» demanda Lestrade, en regardant par-dessus son épaule. « Tu crois que c'est la machine à écrire qui l'a tué ?» Holmes ne répondit pas immédiatement.
Il examina les touches de plus près, ses doigts gantés flottant au-dessus sans les toucher. Puis il fouilla dans la poubelle à côté du bureau et en sortit une feuille de papier froissée. « Il semble que M. Crayford était en train d'écrire quelque chose », dit Holmes en lissant soigneusement le papier. « Observez. Les lignes dactylographiées étaient peu nombreuses, et l'encre faible. À qui de droit, si quelque chose m'arrivait, sachez que j'ai tenté de révéler la vérité. La machine d'ivoire porte non seulement des mots, mais aussi une histoire. Elle n'était pas destinée à être restituée à l'Angleterre. La lettre s'est terminée brusquement, interrompue, murmura Holmes. Ou peut-être sentait-il qu'il était déjà allé trop loin. Lestrade fronça les sourcils. C'est quoi cette histoire de « non destiné à être rendu » ? Renvoyé d'où? C'est la question qui détermine désormais notre trajectoire, dit Holmes en se levant. Crayford craignait cette machine, peut-être comprenait-il ce qu'elle représentait, ou pire, qui elle risquait de révéler. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. Un jeune agent entra, une enveloppe cachetée à la main. « Pardon, monsieur. Ceci vient d'arriver pour monsieur Holmes. Remise en main propre, sans adresse de retour. » Holmes prit l'enveloppe et l'examina à la lumière. Le même filigrane, le lion rampant, brillait faiblement dans le grain du papier. Il l'ouvrit et lut en silence. Son expression resta inchangée, mais je vis ses épaules se raidir. « Eh bien ?» demanda Lestrade. Holmes plia la lettre et la glissa dans son manteau. « Il semble que nous ne soyons pas les seuls à poursuivre la machine à écrire en ivoire. Quelqu'un d'autre nous observe, et il compte bien garder certaines vérités enfouies. » Il se tourna vers la fenêtre et écarta les rideaux. En 10 en contrebas, le brouillard s'était épaissi, transformant la rue en un flou brumeux. Mais parmi les silhouettes changeantes, je l'aperçus aussi, une silhouette solitaire, immobile et observatrice. Puis, en un clin d'œil, elle disparut dans la brume. « Watson, » dit Holmes d'une voix basse et ferme, « nous devons agir vite. L'enjeu est plus important qu'un simple meurtre. » Alors qu'il quittait la pièce, Lestrade le suivit précipitamment. Je ne m'arrêtai qu'une seule fois pour jeter un coup d'œil à l'étrange machine silencieuse posée sur le bureau, dont les touches d'ivoire brillaient comme des dents dans l'obscurité. Bien que nous soyons rentrés à Baker Street en milieu d'après-midi, un sentiment d'inquiétude persistait, tel un voile épais, entre Holmes et moi. Le souvenir de la silhouette silencieuse devant la librairie Latimer, une sentinelle, un observateur, me hantait tandis que nous pénétrions dans le sanctuaire familier de notre salon. Pourtant, ce n'était pas la peur qui troublait Holmes, mais quelque chose de bien plus rare, l'anticipation. Il se débarrassa de son manteau et de ses gants d'un geste brusque, s'assit en tailleur sur le divan et ralluma sa pipe, refroidi, pendant notre exploration. Son regard se porta vers le haut comme s'il consultait une carte invisible dessinée dans les nuages de fumée. « Je crois, commença-t-il, que nous ne poursuivons plus un meurtrier au sens conventionnel du terme. Nous explorons les débris de quelque chose de bien plus ancien, un secret ressuscité, peut-être imprudemment par M. Crayford et sa machine infernale. » Je pris ma place habituelle en face de lui. « Vous pensez que cela dépasse les motivations personnelles, en effet. La présence de papier autrichien, le design viennois de la machine à écrire et la référence de Crayford à son retour suggèrent une origine continentale, voire des ramifications politiques. Vous vous souviendrez de l'atmosphère tumultueuse qui régnait à Vienne ces dernières années. Espionnage, répression des presses dissidentes. Une machine à écrire pouvait être plus qu'un outil. Elle pouvait être un témoin. Mais témoin de quoi ? Demandai-je. Holmes prit la lettre qu'il avait reçue sur les lieux du crime et me la tendit. Son message était concis, les mots tapés à la machine et non manuscrits. Vous n'êtes pas le premier à rechercher la vérité, monsieur Holmes. Certaines machines sont uniquement destinées à faire taire. Aucune signature, aucun lieu. Juste, ces lignes énigmatiques, mais glaçantes dans leurs implications. Qu'en penses-tu, Watson? J'ai relu la lettre et froncé les sourcils. Le sous-entendu est clair, quelqu'un considère cette machine à écrire comme dangereuse.
assez dangereuse pour tuer, et peut-être pense-t-il que vous en savez trop maintenant. » Holmes esquissa un léger sourire. « Si c'est vrai, je le prendrai comme un compliment. » Il se leva brusquement et se dirigea vers son bureau, où il sortit un mince volume du tiroir du bas, une liste des fabricants européens. « Il y a un homme à Londres. » dit-il en feuilletant rapidement les pages. Un expatrié autrichien qui travaillait autrefois pour une entreprise qui produisait des machines à écrire sur mesure pour la diplomatie. Un certain R. Félix Danziger. Il s'arrêta et tourna le livre vers moi, tapotant une ligne avec son index. Félix Danziger, ancien employé de Steyr & Hoffmann machiniste, Vienne. Résident actuel, Montpellier Street, South Kensington. Il a peut-être connaissance de ce modèle, dit Holmes. Si la machine en ivoire est sa création, ou s'il sait qui l'a fabriquée, nous pourrions découvrir comment elle s'est retrouvée entre les mains d'un Londonien assassiné. Malgré la lumière déclinante de l'après-midi, nous n'avons pas perdu de temps. En moins d'une heure, nous sommes arrivés à une modeste pension nichée discrètement entre les façades des élégantes avenues de South Kensington. Une petite plaque en laiton près de la porte confirmait notre homme F. Danziger, mécanicien conseil. La propriétaire, une femme corpulente, un foulard serré autour des cheveux, nous informa que M. Danziger était à l'étage, chez lui, mais plutôt malade ces derniers temps. « Il ne parle presque à personne, monsieur, dit-elle, mais vous pouvez essayer. Il aime les étrangers, si cela peut aider. » Nous avons gravi un escalier étroit et frappé 3 fois à la porte. Elle ne s'est pas ouverte complètement, mais avec un grincement prudent. Un visage pâle, encadré par des cheveux noirs clairsemés, et la monture d'épaisses lunettes nous observait. « Félix Danziger » demanda Holmes d'une voix douce. « Oui » répondit l'homme avec un fort accent anglais. « Je m'appelle Sherlock Holmes. Voici le docteur John Watson. Nous venons pour une affaire qui pourrait être liée à votre ancien travail à Vienne. Pouvons-nous entrer ?» Danziger hésita puis s'écarta, nous faisant signe silencieusement d'entrer. La pièce portait les marques indéniables d'un homme qui avait vécu avec des machines plus qu'avec des humains. Les étagères étaient encombrées de ressorts, d'engrenages, de composants en laiton et de rubans d'encre. 2 machines à écrire, dont une partiellement démontée, étaient posées sur une table centrale. Les fenêtres étaient hermétiquement fermées pour se protéger du soleil. « Je ne construis plus pour les autres », dit doucement Danziger. « Plus depuis Vienne. » Holmes hocha la tête. « Nous ne recherchons pas vos services, seulement vos connaissances. » Il sortit de la poche de son manteau une photographie pliée, prise à la hâte par un photographe de la police sous la direction de Holmes, et la posa sur la table. Elle représentait la machine à écrire en ivoire de la chambre d'Edwin Crayford, mettant en valeur sa disposition particulière des touches et son boîtier orné. La réaction de Danziger fut immédiate et viscérale. Il tressaillit. « Vous connaissez cette machine ?» observa Holmes. L'Autrichien s'enfonça lentement dans un fauteuil usé, les doigts les tremblants. « Je le sais. Je l'ai construit. Mais je vous jure que je ne l'ai pas rendu à l'Angleterre. Cette machine a été détruite en 1899. Je l'ai vue brûler. » Holmes se pencha en avant. « Détruit? Pourquoi ?» Danziger se frotta les tempes. C'était une commande du bureau de l'archiduc. Un cadeau, disait-on, pour un auteur fidèle à la couronne. Mais j'ai appris plus tard qu'elle servait à produire de faux manifestes, des faux politiques, des documents destinés à justifier des purges. Lorsque le complot a été découvert, mon magasin a été perquisitionné. J'ai échappé de justesse. La machine, on disait qu'elle était la seule capable de cette police, de cet alignement. Elle était vouée à disparaître. Et pourtant, dit Holmes doucement, il a refait surface, à Londres, dans la chambre d'un homme aujourd'hui mort dans des circonstances mystérieuses. Danziger parut bouleversé. Et puis ils l'ont retrouvé. Ou pire, ils l'ont reconstruit. Qui? Demandai-je. Danziger secoua la tête. Il y avait beaucoup de monde dans cette affaire. Des hommes du gouvernement, des mercenaires. Je me souviens d'un nom,
un homme qui trafiquait de la technologie de contrebande, des pièces sorties clandestinement de Vienne après le scandale. Il s'appelait Ernst Walder. Je crois qu'il vit sous une autre identité maintenant. À Soho, peut-être. Il est dangereux, monsieur Holmes. Ce n'est pas un homme politique, c'est un homme de profit. S'il sait que la machine existe, il n'hésitera pas à tuer à nouveau. Holmes se leva, pensif. Vous avez été d'une grande aide, Herr Danziger. Je vous conseille la prudence. Quelqu'un est en train de régler les détails. Danziger hocha la tête d'un air sombre et nous conduisit à la porte sans un mot de plus. Alors que nous émergions une fois de plus dans la rue londonienne qui s'assombrissait, le brouillard s'accrochant bas le long des caniveaux, Holmes semblait inhabituellement abattu. « Qu'est-ce qui te trouble ?» demandai-je. Il s'est tourné vers moi, les yeux plissés. « Watson, nous ne sommes plus face à un simple meurtre. Nous traversons les contre-coups d'une contrefaçon si puissante qu'elle a ébranlé un gouvernement, et menace maintenant de faire de même ici. Si ce Walder possède effectivement les connaissances ou les vestiges de cette machine, alors la mort de Crayford sera peut-être la première, mais pas la dernière. » Nous sommes restés un moment silencieux tandis que les réverbères s'allumaient un par un. « Venez, » dit enfin Holmes. « Nous devons trouver Walder avant qu'il ne nous juge gênant. » L'air nocturne s'était épaissi de brouillard lorsque Holmes et moi sommes rentrés à Baker Street. Les lampadaires brillaient comme des halos voilés, et les chevaux tirant les fiacres dans les rues n'étaient plus que des silhouettes indistinctes, leurs sabots étouffés par l'humidité qui se déposait sur chaque surface. Malgré l'heure, Holmes ne manifestait aucune envie de repos. Il retira son pardessus avec la précision d'un homme se préparant au combat, et non au lit, et s'assit devant la cheminée, dont les braises s'étaient atténuées jusqu'à n'être plus qu'une faible lueur. Il ne parla pas tout de suite, et je savais qu'il valait mieux ne pas troubler le silence. Je m'occupais à préparer du thé fort et sans lait, comme Holmes le préférait dans ses moments de concentration, et posai la tasse à côté de lui sans faire de commentaire. Il la prit distraitement, les yeux fixés non pas sur le foyer mais sur lui-même, tissant des liens invisibles pour nous tous. Finalement il bougea, Watson, dit-il en posant sa tasse. Que savons-nous d'hommes comme Ernst Walder? J'ai haussé un sourcil. De quel genre d'homme parles-tu? Le genre de personne qui disparaît, répondit Holmes. Walder était une figure connue, du marché noir viennois, et pourtant il n'est mentionné nulle part dans les registres londoniens, ni dans son casier judiciaire, ni dans aucune observation récente. Soit il a changé de nom, soit quelqu'un efface délibérément ses empreintes. Tu penses qu'il est toujours à Londres? Je pense, dit lentement Holmes, qu'un homme qui a un jour introduit clandestinement une machine à écrire, suffisamment puissante pour déstabiliser une monarchie, ne laisserait pas son sort au hasard. Il est là et il observe. Il se leva alors et commença à arpenter le foyer, les mains jointes derrière le dos. « Il faut se tourner vers Soho, dit-il. C'est un quartier grouillant d'hommes invisibles, étrangers, commerçants, révolutionnaires, où un homme comme Walder pourrait vivre sans vie sans jamais être véritablement vu. Et comment comptez-vous le retrouver? Demandai-je. Holmes sourit faiblement. En lançant le bon filet. Il s'installa à son bureau et rédigea un court mot d'un trait rapide et précis. Ceci sera adressé à Shinwell Johnson. Vous vous souvenez de lui? Bien sûr. C'est dis-je, me souvenant de l'informateur brutal mais digne de confiance de Holmes. Cet homme a l'oreille plus proche du trottoir que n'importe quel inspecteur. Exactement. Si Walder s'installe à Soho, Johnson le saura, ou du moins connaîtra quelqu'un qui le saura. Une heure plus tard, le message fut expédié par un jeune homme agile avec instruction d'attendre une réponse. Holmes, quant à lui, préparait un petit dossier d'observation. Copie des lettres dactylographiées, la note inachevée de Crayford et la description de la machine originale par Félix Danziger. Il les disposa sur la table, comme les pièces, d'une partie d'échecs figée en plein milieu. Il était peu après 9 heures le lendemain matin, lorsqu'on frappa à la porte. Madame Hudson fit entrer un homme grand et maigre,
au nez crochu et coiffé d'un chapeau melon qui avait connu des années plus belles. « Monsieur Johnson » dit Holmes chaleureusement en se levant pour le saluer. « Vous êtes toujours aussi ponctuel. Je n'aime pas trop le brouillard, » répondit Johnson en s'installant dans un fauteuil. « Il a tendance à faire surgir les mauvaises personnes. Tu as un fantôme sur les bras, Holmes. Ernst Walder ?» Holmes a été incité. Johnson hocha la tête. On n'a plus entendu parler de ce nom depuis des années, mais il y a des rumeurs. On raconte qu'il y a un homme à Soho qui se fait appeler Otto Klein. Il est discret, mais il vend des pièces détachées, des pièces rares, importées surtout. Il habite au-dessus d'un bureau de tabac sur Berwick Street. Il a la carrure et l'accent de votre Walder. Et, c'est ce qui m'a piqué l'oreille, il est récemment entré en possession de quelque chose de spécial. Quelque chose qu'il garde précieusement comme un prêtre avec des reliques. Les yeux de Holmes brillèrent. « Berwick Street, vous dites, numéro 67. Le bureau de tabac s'appelle P. Lorman & Sons. Il est au 2e étage, il ne descend pas souvent. Tu as fait un excellent travail, Johnson. » Une fois l'adresse obtenue, nous ne perdîmes pas de temps. À midi, nous étions à la lisière de Soho, où les rues se rétrécissaient et le brouillard s'épaississait entre les murs de briques tachés de suie et de souvenirs. Berwick Street grouillait de marchands ambulants et de vendeurs malgré l'obscurité. Le bureau, de tabac modeste et sans prétention, se trouvait entre un tailleur et une imprimerie. Un léger parfum de tabac turc flottait à travers la porte. Nous entrâmes et fîmes semblant de flâner. Derrière le comptoir se tenait un jeune homme à l'air ennuyé, les doigts tachés d'encre, qui ne nous prêta guère attention. Holmes, peu enclin au subterfuge futile, s'approcha directement. « Nous sommes ici pour voir M. Klein », dit-il en tapotant une fois le comptoir avec sa canne. Le garçon cligna des yeux. « Je ne le connais pas. » Holmes haussa un sourcil. « Et pourtant, les registres de livraison à votre portée suggèrent un locataire régulier à l'étage sous ce nom. Un homme qui a récemment commandé plusieurs rubans encreurs à un fournisseur viennois non utilisé par ce magasin. » Le beau garçon pâlit. « Il n'aime pas les visiteurs. »« J'imagine que non, » répondit Holmes d'un ton calme. « Mais il nous recevra. » Le garçon céda et désigna silencieusement une porte derrière le comptoir. Nous montâmes l'étroit escalier en silence. Le couloir au-dessus était sombre, tapissé de papier peint délavé, et le craquement lointain du bâtiment s'abattait sur de vieux os. Nous nous arrêtâmes devant la dernière porte, en chêne brut sans inscription, et Holmes frappa 3 fois. Il y eut un silence, puis une voix bourrue. « Qui est-ce » Holmes répondit dans un allemand haché. « Un ami avec une machine. » Un ami avec une machine, un verrou claqua. La porte s'ouvrit légèrement. Un homme se tenait à l'intérieur, plus petit que prévu, mais d'une carrure imposante. Son visage était celui d'un faucon et son regard perçant. « Entrez », dit-il à contre-cœur. À l'intérieur, la pièce était un véritable repère d'ouvriers. Dépouillée, elle ne contenait que l'essentiel. Un lit de camp, une cuisinière et un établi jonché de composants de machines à écrire. Mais c'est l'objet posé sur la table centrale qui attira notre attention, un jumeau de la machine en ivoire retrouvé dans l'appartement de Crayford. « Vous êtes Otto Klein » demanda Holmes, revenant à l'anglais. « J'étais autrefois Ernst Walder » admit l'homme en fermant la porte derrière nous. « Mais ce nom effrène. Pourquoi êtes-vous venu ?» Holmes n'a pas perdu de temps. Parce qu'Edwin Crayford est mort, assassiné dans une pièce fermée à clé. Et nous pensons que la machine qu'il possédait, votre machine, était au cœur de tout cela. Walder ne feignit pas la surprise. Il s'approcha de l'établi et posa un chiffon sur la machine à écrire. « Je l'avais prévenu, » dit-il. « Je lui avais dit de ne pas l'utiliser. Mais c'était un imbécile, un romantique. Il pensait pouvoir publier la vérité gratuitement. »« Quelle vérité ?» demandai-je. Walder se tourna vers nous, son expression amère. Crayford a découvert l'histoire de la machine. Il pensait qu'elle avait tapé des ordres d'exécution présentés comme des mandats légaux, des lettres de condamnation signées de noms usurpés. Elle servait à créer l'illusion de la justice
et a enterré la dissidence. Il voulait révéler cet héritage, publier un article. Il est venu me voir pour me demander si cela pouvait être prouvé, si chaque machine avait une empreinte unique. « Et est-ce possible ?» demanda Holmes. Valder hocha la tête. « Chaque machine laisse une signature, de légères imperfections, des défauts d'alignement. Si l'on sait quoi chercher, on peut remonter jusqu'à l'auteur d'un document. Crayford pensait que prouver le lien entre cette machine et les faux ordres dévoilerait des années de tromperie, mais quelqu'un d'autre voulait la faire taire. » Holmes s'approcha. « Savez-vous qui ?» Valder hésita. « J'ai un nom, mais j'ai besoin de protection. » Holmes inclina la tête. « Alors donnez-nous votre nom, et je veillerai à votre sécurité. » Valder ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe. « Scellée !» Il la tendit à Holmes d'une main tremblante. « Ceci, dit-il, est le nom de l'homme qui a tué Crayford, et qui craint ce que la machine à écrire peut prouver. » Holmes accepta l'enveloppe solennellement. En partant, le brouillard dehors semblait plus épais. Les rues de Soho n'avaient pas changé, mais maintenant, dans la fumée et le silence, un nom attendait d'être dévoilé, et avec lui, le prochain coup d'une partie qu'aucun de nous n'avait encore vraiment vue. Nous retournâmes à Baker Street en silence, l'enveloppe que nous avait remise Ernst Valder, serrant entre les doigts gantés de Holmes comme une mèche allumée. J'avoue que même après les nombreuses affaires dont j'avais été témoin, affaires impliquant des codes secrets, des crimes enfouis et des ambitions dévoyées, ce moment précis me pesait particulièrement. Ce n'était pas seulement le meurtre d'Edwin Crayford qui troublait Holmes. Non, cette affaire avait pris racine depuis longtemps, traversant les frontières et les méandres de l'histoire. La machine à écrire en ivoire n'avait pas seulement écrit des mots. Elle avait composé une fiction suffisamment puissante pour changer des vies, et maintenant son héritage murmurait à nouveau la mort. Dans nos chambres, Holmes n'ouvrit pas immédiatement l'enveloppe. Il la déposa sur la cheminée intacte, et fit les 100 pas devant la cheminée, comme s'il se débattait avec une décision qu'aucune déduction ne pouvait facilement trancher. « Tu hésites, observai-je doucement. Ça ne te ressemble pas. » Il s'arrêta brusquement. « Ce n'est pas le nom qui me fait peur, Watson, c'est ce qui le suit. » Je fronçai les sourcils. « Vous soupçonnez que l'homme responsable de la mort de Crayford n'est pas seulement un tueur. » Holmes esquissa un sourire dénué d'humour. « En effet, si Valder dit vrai, cet homme n'est pas seulement l'instigateur d'un meurtre, mais de quelque chose de bien plus insidieux. Nous ne sommes pas en présence d'une simple vengeance ou d'une cupidité. Nous avons peut-être affaire à quelqu'un qui impose le silence, quelqu'un qui a de l'influence, qui a des ressources. » Il se retourna alors et, d'un seul geste, ouvrit l'enveloppe avec le tranchant d'un coupe-papier. À l'intérieur, un simple bout de papier portait le nom, écrit d'une écriture fine et élégante. Sébastien Moreau. Le nom ne me disait rien. « Ça te dit quelque chose ?» ai-je demandé. Holmes hocha lentement la tête. « C'est vrai, mais pas en tant qu'homme violent. » Il s'assit et tira des étagères un mince répertoire d'agents commerciaux et de diplomates européens. Sébastien Moreau fut attaché culturel auprès de la légation austro-hongroise à Londres jusqu'au tournant du siècle. Un homme intelligent, il fréquentait surtout les salons et les maisons d'édition. Officiellement diplomate, mais la rumeur disait qu'il était un courtier en information, qu'il réapparaisse maintenant. Curieux, en effet. Il feuilleta l'annuaire et s'arrêta sur une page marquée d'un pli. Moreau, S. Ancien attaché. Actuellement, directeur, Aldgate House of Antiquarian Letters. Je fronçai les sourcils. Une librairie ancienne? Une façade, dit aussitôt Holmes. Un lieu où l'on peut échanger des informations sous couvert d'érudition littéraire. Très à la mode chez les agents du vieux monde. Et pratique, ces maisons conservent souvent la correspondance internationale sans éveiller les soupçons. Si la machine à écrire en ivoire est un fantôme du passé, Moreau pourrait bien en être le gardien. Une visite à Aldgate House fut rapidement décidée.
Nous arrivâmes en début d'après-midi, traversant la partie trouble de la Tamise et serpentant dans les ruelles à l'est de Tower Hill. Aldgate lui-même se dressait telle une relique, haute et étroite, flanquée de façades en pierre maculée de suie. Son enseigne, écrite en lettres dorées discrètes, disait « Maison des lettres anciennes d'Aldgate, fondée en 1821 ». À l'intérieur, l'air était chargé d'une odeur de reliure en cuir et de papier pressé. Un employé nous accueillit à l'entrée, un jeune homme pâle portant des lunettes à monture métallique, qui nous informa que M. Moreau ne recevait pas de visiteurs sans rendez-vous. Holmes, imperturbable, tendit une carte sur laquelle son nom était clairement gravé. Informez M. Moreau que Sherlock Holmes est en visite pour une question d'exactitude historique et de falsification de police de caractère. Je pense qu'il va reconsidérer sa décision. L'employé disparut à l'étage et, après de longues minutes, revint avec un léger signe de tête. « Par ici, messieurs. » Le bureau de Moreau était cloîtré au dernier étage du bâtiment, faiblement éclairé par un vitrail qui diffusait la lumière grise du jour en nuances mélancoliques. L'homme se leva de derrière un bureau en acajou, impeccablement vêtu, d'une redingote grise. Sa barbe était taillée à la viennoise et son regard perçant sous un fin sourcil. Il désigna d'un geste 2 chaises devant son bureau. « Monsieur Holmes, » dit-il, « et le docteur Watson, bien sûr. J'admire vos écrits depuis longtemps, docteur. » Il sourit, mais je remarquai une lueur de calcul dans son regard. Il nous évaluait, mot pour mot. « Vous savez pourquoi nous sommes venus, » dit Holmes, sans préambule. Le sourire de Moreau ne faiblit pas. « Vous m'interrogez sur une mort malheureuse, je suppose, un certain monsieur Crayford. J'en ai entendu parler dans les journaux du matin. Alors vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il est mort avec votre nom sur les lèvres de son dernier confident. » Les mains de Moreau se joignirent. Coïncidence troublante, assurément. Mais une fausse coïncidence. Je n'ai pas vu M. Crayford depuis plus d'1 an, et je ne l'ai certainement pas assassiné. Je ne vous ai pas accusé de meurtre, dit Holmes d'un ton doux. Et pourtant vous le connaissiez? Assez bien. Il venait de temps en temps. C'était un homme obsédé par la provenance. Il a parlé un jour d'une machine à écrire capable de révéler des documents falsifiés. Il pensait qu'elle avait servi à tromper le gouvernement. « Et vous ?» insista Holmes. Moreau se pencha en arrière. Je lui ai dit que même le passé avait du mordant. Que certaines histoires, une fois écrites, ne sont pas faites pour être dénouées. Holmes resta silencieux un long moment. « Vous parlez comme si vous aviez de l'expérience. » Le sourire de Moreau s'est refroidi. « Nous avons tous des fantômes, monsieur Holmes. Il vaut mieux ne pas lire certains. » Holmes se leva. « Si vous êtes innocent dans cette affaire, vous n'aurez aucune objection à une perquisition dans cet établissement. Je m'oppose à cette intrusion, dit Moreau d'un ton neutre, mais pas par crainte de la vérité, car la vérité, monsieur Holmes, n'est jamais simple. Vous pouvez fouiller cette maison, tourner chaque page et n'y trouver que des ombres. Je m'occupe de manuscrits, pas de meurtre. Nous sommes partis peu de temps après, Holmes étant inhabituellement pensif. « Eh bien, demandai-je, une fois la porte fermée derrière nous. »« Il ment, » dit simplement Holmes. « Pas sûr. Sa connaissance de Crayford met sur la machine. Il en connaît la valeur, Watson. Il sait ce qu'elle prouve, mais il n'est pas le tueur. Tu es sûr? Je suis certain que quelqu'un manipule ce jeu en coulisses, répondit Holmes. Moreau y joue un rôle, mais ce n'est pas lui qui a tué Crayford. À peine avions-nous atteint le trottoir qu'un livreur de journaux traversa la rue en courant, brandissant le dernier numéro du soir. Holmes en prit un exemplaire et le parcourut, les yeux plissés. « Encore un mort », dit-il en me passant le journal. Le titre disait « Un mécanicien étranger retrouvé mort à South Kensington, fin Cinder. » Mon cœur s'est serré. « Danziger ?» j'ai demandé. Holmes hocha la tête d'un air sombre. Mort dans son logement, la police soupçonne un vol, mais rien de valeur n'a été volé. J'avais du mal à y croire. Alors nous avions raison. Quel funeste, régler les détails. Holmes se tourna vers le ciel qui s'assombrissait, où les nuages s'enroulaient comme de la fumée.
Valder doit être prévenu. Il est le prochain. Et nous aussi, j'en ai bien peur. La nouvelle de la mort de Félix Danziger frappa Holmes comme un caillou sur de l'amadou. Non pas par la peur, mais par une soudaine urgence. À peine rentré à Baker Street, le journal encore frais entre mes mains, Holmes passa à l'action. Il ramassa son chapeau, ses gants et sa canne d'un geste fluide et se tourna vers moi avec une intensité que je ne connaissais que dans les circonstances les plus graves. « Allez, Watson, il n'y a pas de temps à perdre. Si Valder doit être sauvé, il faut le faire maintenant. Celui qui a réduit Danziger au silence est peut-être déjà à sa porte. Mais sûrement la police. » Commençai-je. « Non, » interrompit Holmes sèchement. « La police agira trop lentement, et la survie de Valder pourrait dépendre de quelques minutes. Nous y allons immédiatement. » Le trajet de retour vers Soho fut tendu et silencieux. Le taxi cahotait le long des rues pavées, tandis que les réverbères clignotaient dans le crépuscule qui s'épaississait. Le brouillard londonien, toujours fidèle dans son voile de mystère, s'accrochait aux ruelles comme un manteau jaloux. Holmes resta penché en avant tout le long du trajet, les yeux fixés sur les formes changeantes derrière la vitre, sa canne frappant le sol du taxi à un rythme anxieux. Nous atteignîmes Berwick Street, alors que les dernières lueurs du jour s'éteignaient. Les fenêtres du bureau de tabac étaient closes, la devanture plongée dans l'obscurité. Holmes était sorti du taxi avant même que celui-ci ne s'immobilise complètement. Il s'approcha de la porte du magasin et la manœuvra doucement. Elle était verrouillée. Sans hésiter, il frappa 3 fois de suite. Aucune réponse. Encore. Toujours rien. Holmes se tourna vers moi. On passe par la ruelle. Derrière la boutique, un passage étroit menait aux appartements supérieurs. Nous trouvâmes l'entrée arrière déverrouillée, la porte oscillant légèrement sur ses gonds. Holmes prit une inspiration, le regard perçant en entrant. L'air était lourd, chargé de tabac et d'huile de machine. Nous montâmes l'escalier rapidement, nos pas étouffés par une moquette usée. Arrivé au palier supérieur, Holmes leva la main. La porte de l'appartement de Valder était entr'ouverte. « Reste derrière moi », murmura-t-il. Il poussa la porte du bout de sa canne. La pièce était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lueur mourante d'un poêle à charbon. Une lampe renversée sur le sol projetait des ombres vacillantes sur les murs. Le silence intérieur était anormal. Puis je l'ai vu, Ernst. Valder affalé sur une chaise, la tête baissée comme s'il dormait. Holmes s'est rapidement approché de lui, s'est agenouillé et a examiné la gorge et le poignet de l'homme. Vivant, dit-il, et j'exhalai, mais à peine. Holmes tourna la tête vers le poêle qui siffla faiblement. « Du chloroforme », murmura-t-il. Du chloroforme s'est évaporé du torchon encore humide sur ses genoux. Il était terrassé, assis, quelqu'un en qui il avait confiance ou quelqu'un qui l'avait pris au dépourvu. J'aidai Valder à se coucher, tandis que Holmes allait chercher de l'eau dans le bassin. Une éclaboussure au visage et une légère secousse réveillèrent l'homme en sursaut. Ses yeux s'ouvrirent brusquement et il recula avant de reconnaître. « À nouveau !» Holmes, croissa-t-il. « Ils étaient combien ?» demanda Holmes. « Un seul, un homme, grand costaud, allemand, je crois. Je l'ai entendu avant de le voir. Il n'était pas venu pour moi, mais pour la machine. » Holmes regarda autour de lui. La machine à écrire en ivoire, autrefois fièrement exposée sur l'établi, avait disparu. Seul un léger halo de poussière subsistait à l'endroit où elle reposait. « Ils l'ont pris », dit faiblement Valder. « Il a dit qu'il appartenait désormais à son maître. L'histoire est finie, a-t-il dit, puis il m'a enfoncé le tissu sur la bouche. C'est tout ce dont je me souviens. » Holmes se leva, le visage sombre. « Alors c'est bien ce que je craignais. Le meurtre de Crayford, la mort de Danziger, et maintenant ce vol, ce ne sont pas des actes distincts. Ce sont des chapitres d'une même tentative d'effacer le passé. Qui que soit le commandant de cet homme, quel que soit ce maître, il est déterminé à faire en sorte que la machine à ivoire ne soit jamais étudiée, jamais liée aux contrefaçons du passé. « Mais pourquoi maintenant ?» demandai-je. « La machine existe depuis des années.
Pourquoi cette violence soudaine? Holmes se tourna vers moi. Parce que Crayford avait presque prouvé la vérité. Et quelqu'un a appris que la preuve existe encore, peut-être dans la machine elle-même, peut-être dans des copies. Mais quoi qu'il en soit, la vérité représente désormais une menace. Il s'accroupit à nouveau près de Valder. Avez-vous conservé des traces, des schémas, quelque chose qui aurait pu identifier la signature de la machine? Valder hocha faiblement la tête. Une plaque, numérotée, unique à la machine. Elle était cachée sous le rail du chariot. Je l'ai rayée moi-même, mais ils ne le savent pas. Alors tout n'est pas perdu, dit Holmes. Ce numéro pourrait encore relier la machine au faux. Holmes aida Valder à se relever et le guida jusqu'au lit. J'ai pris une couverture et vérifié s'il y avait des signes de blessures persistantes, mais hormis le chloroforme, l'homme semblait indemne. « Vous ne serez pas en sécurité ici, » dit Holmes. « Nous allons faire en sorte que vous soyez transféré discrètement. » Le regard de Valder croisa celui de Holmes. « Trouvez-le, qui qu'il soit. Il craint ce que la machine peut révéler. Cette peur est votre arme. » Nous sommes partis peu après, Valder étant temporairement en sécurité dans une maison sécurisée, organisée par Shinwell Johnson. Le réseau d'alliés discrets de Holmes, véritable mosaïque de loyauté inavouée, garantissait qu'aucun œil de la police, ni ennemi, ne le trouverait facilement. De retour à Baker Street, Holmes arpentait la pièce avec une intensité renouvelée. Le vol de la machine avait une fois de plus changé la nature de l'affaire. Nous ne traquions plus un tueur, mais un récit en cours de réécriture. Une histoire de pouvoir et d'obscurcissement dissimulée dans un dispositif capable d'imiter la légitimité. Il consolide son contrôle, murmura Holmes. Qui qu'il? Soit il possède désormais la machine et croit avoir réduit au silence ceux qui la connaissaient, mais il sous-estime deux choses. Lesquelles sont? Holmes s'arrêta, les yeux brillants. Premièrement, il croit qu'en retirant la machine à écrire, il a effacé le passé. Mais l'identifiant unique que Valder a laissé derrière lui reste son empreinte digitale. Et deuxièmement, il croit que personne ne sait où il est. Je me suis redressé. Et toi? Holmes s'approcha de son bureau et sortit un registre, celui-là même qu'il avait consulté la veille. Moreau, ce n'est pas le meurtrier, mais c'est un intermédiaire. Il nous a avertis à mots couverts. Certaines histoires ne sont pas faites pour être déchiffrées. Il nous avertissait, Watson, ou essayait de nous avertir. Et ce qu'il n'a pas dit compte plus que ce qu'il a dit. Je me suis approché. Tu crois que Moreau connaît l'homme derrière tout ça? Je pense que Moreau a peur. Et la peur mène à l'erreur. Il faut insister à nouveau, plus fort cette fois. À ce moment-là, on frappa à la fenêtre. Holmes s'empressa d'ouvrir le rideau. Un petit objet reposait sur le rebord. Un morceau de papier plié, scellé à la cire rouge. Il le récupéra et ouvrit le message. En parcourant son contenu du regard, son expression s'assombrit. La machine est partie. La page est brûlée. Que ce soit le silence final. Si vous souhaitez rejoindre les cendres, continuez. Holmes laissa tomber la note sur le foyer où elle s'enroula et noircit dans les flammes. Il s'est tourné vers moi. Le rideau se lève, Watson, et l'acte suivant commence. Place à Moreau. Maintenant. Il était plus de 9 heures lorsque Holmes et moi arrivâmes à Aldgate House. Le brouillard, inhabituellement épais pour une soirée de printemps, s'enroulait dans les ruelles comme une masse vivante, s'enroulant autour des lampadaires et effleurant nos chevilles, tandis que nous traversions la cour pavée. Le bâtiment se dressait au-dessus de nous, sa façade sombre, à l'exception d'une unique fenêtre à l'étage, où un pâle filet de lumière scintillait derrière des rideaux tirés. Holmes resta immobile un instant, son profil net souligné par la brume. « Il est là, dit-il doucement, mais il attend quelqu'un d'autre. »« Tu crois qu'il est surveillé ?» ai-je demandé. « J'en suis certain. » Ce mot à la fenêtre n'était pas un simple avertissement. C'était une déclaration. Ceux qui tiennent les rênes de cette affaire se croient désormais victorieux et osent jubiler. Cela signifie qu'ils surveilleront tous ceux qui pourraient les défier. Alors Moreau est en danger.
Holmes hocha brièvement la tête. En effet. Mais plus encore. Il est peut-être notre seul fil conducteur vers la vérité. Nous entrâmes sans tarder. Le réceptionniste de la veille était absent. Le hall d'entrée était sombre et silencieux. Holmes traversa rapidement le couloir, ne s'arrêtant que brièvement au pied de l'escalier pour observer les ombres. Une main gantée posée sur la rampe, il monta en silence. La porte de Moreau était obscure, et pourtant Holmes frappa fermement et sans hésitation. Un instant passa, puis un autre. Enfin, la porte s'ouvrit en grinçant d'un pouce, et une voix familière s'éleva, basse et incertaine. « Qui est-ce ?»« Sherlock Holmes, » répondit-il. « Il faut qu'on parle tout de suite. » La porte s'ouvrit, lentement. Moreau se tenait à l'intérieur, vêtu d'une robe de chambre et de pantoufles, le visage pâle et l'expression tirée. Derrière lui, le feu dans l'âtre s'était éteint, et le grand bureau qui dominait la pièce était jonché de papiers en désordre. « Vous revenez à vos risques et périls, » murmura Moreau. « Il y a des yeux, monsieur Holmes, des yeux qui ne clignent pas. »« Alors qu'ils regardent, » répondit Holmes en entrant. « Pour l'instant, la partie se joue à découvert. » Moreau nous fit signe de nous asseoir, mais Holmes resta debout. « La machine à écrire a disparu, » dit-il, sans préambule. « Crayford est mort, Danziger est mort. Valder a failli être réduite au silence, et vous, monsieur Moreau, vous êtes toujours là. Pourquoi ?» Les yeux de Moreau vacillèrent. « Je ne représente pas une menace pour eux. »« Non ?» La voix de Holmes se durcit. « Ou as-tu déjà rempli ton rôle ?» Moreau s'affala sur sa chaise, les mains jointes. « Vous me comprenez. Mal, monsieur Holmes. Je n'ai jamais conspiré avec eux. Mais vous les connaissez, insista Holmes. Vous savez qui tient maintenant la machine d'ivoire. Vous avez dansé au bord de ces ténèbres, et vous vous êtes cru intouchable. » Moreau resta silencieux un long moment. Puis, enfin, il parla. « Il y a un nom, » dit-il. « Un nom que je n'ai pas prononcé à voix haute depuis des années. Un nom qui flotte dans l'ombre de la diplomatie européenne comme une fumée. Un fantôme qui fut autrefois un homme. Donne-le-nous, » dit Holmes. Moreau se pencha en avant. « Gregor Halvorsen. » Je fronçai les sourcils. « Un nom que je ne connais pas. » Les yeux de Holmes se plissèrent. « Mais moi, si. Un ancien architecte du renseignement sous l'Empire austro-hongrois. On le croyait mort depuis 1903. Des rumeurs le situent à Istanbul, puis à Vienne en 2008. Certains disaient qu'il avait été pendu pour trahison, d'autres qu'il avait fait défection en Russie. Mais personne n'a jamais prouvé son existence. Moreau hocha la tête, parce qu'il s'est effacé, et maintenant il refait surface. Holmes se mit à faire les 100 pas. Halvorsen avait accès à la machine politique derrière les faux documents. S'il est revenu et possède désormais la machine à écrire en ivoire, alors il entend contrôler non seulement l'information, mais l'histoire elle-même. Par chantage, demandai-je. Par le récit, dit Holmes. Imaginez, Watson, avec une telle machine entre de bonnes mains ou de mauvaises, on pourrait créer des ordres signés par des morts, ou révéler des complots qui n'ont jamais existé. Si chaque faux document paraît légitime, jusqu'à son empreinte, son espacement et sa typographie, alors la vérité devient une marionnette. La voix de Moreau baissa. C'est ce que recherche Halvorsen, contrôler le passé pour façonner le présent. Il entend discréditer les voies du pouvoir et en remplacer d'autres. Et maintenant, grâce à la machine, il peut le faire sans être inquiété. À moins que nous ne le dénoncions, dit Holmes. Mais comment? Demandai-je. Dans la machine, on manque de preuves. Pas tout à fait, répondit Holmes. Valder a laissé une plaque signalétique, un identifiant unique. Si nous parvenons à obtenir l'un des faux documents originaux et à le faire correspondre à cette plaque, nous prouverons le rôle de la machine et la culpabilité d'Halvorsen. Moreau se leva. Il existe peut-être un tel document. Il y a des années, j'ai acquis une cache de lettres destinée aux archives privées du comte Karl Hollenstein, membre du Conseil impérial. Certaines ont été perdues dans un incendie, d'autres présumées détruites, mais une a survécu.
Holmes se retourna brusquement. Où? Moreau se dirigea vers une haute étagère et en tira un faux livre. À l'intérieur, enveloppé dans une toile cirée, se trouvait une liasse de papier ficelé. Il la déposa délicatement sur le bureau et l'ouvrit. La lettre du haut, jaunie et cassante, portait le cachet de la chancellerie impériale, et la signature d'un homme exécuté pour trahison en 1899. Holmes l'examina attentivement, dactylographié, avec le même espacement caractéristique que la note finale de Crayford. Je parie qu'il correspond exactement à la machine à ivoire. Mais comment le prouver? Demandai-je. Holmes se tourna vers Moreau. On prend cette lettre et le numéro de matricule, et ensuite on tend un piège. Un piège? Demanda Moreau avec méfiance. En effet, nous avons fait savoir qu'une autre lettre a fait surface, plus accablante que toutes les autres. Nous la transmettons par l'intermédiaire d'un intermédiaire de confiance, et lorsque Halvorsen entreprendra de la détruire, nous l'attendrons. Moreau hocha lentement la tête. Vous pouvez utiliser mes ressources, mais attention, s'il soupçonne une tromperie, il n'hésitera pas à tuer. Holmes esquissa un mince sourire. Alors qu'il soupçonne, il est temps de passer de la défense à l'attaque. Cette nuit-là, Holmes écrivit 3 lettres identiques, chacune soigneusement formulée pour suggérer un document récemment découvert, impliquant de hauts fonctionnaires dans les faux de Vienne. L'une fut remise à un receleur notoire de Whitechapel, une autre à un libraire discret du West End, et la troisième, de la main de Holmes, directement à la réception d'Aldgate House, adressée à un collectionneur privé. Il a ensuite contacté Shinwell Johnson une fois de plus et a organisé la mise en place d'une surveillance discrète dans l'appartement de Moreau, des hommes qui ne broncheraient pas en cas d'éruption de violence. Au matin, la ville s'agitait comme si elle ignorait l'orage qui se préparait sous ses pavés. Mais Holmes, assis dans la lumière matinale, la lettre impériale étalée devant lui, prononça une phrase qui me hanta tout le reste de la journée. Le rideau se lève, Watson, et maintenant nous allons voir quel masque porte le diable. La matinée s'écoula dans un calme trompeur, comme si Londres elle-même retenait son souffle. Devant nos fenêtres de Baker Street, la ville s'activait à son rythme habituel. Les laitiers en route, les roues des calèches clamant sur les pavés, les vendeurs de journaux criant des manchettes qui s'effacent déjà de nos mémoires. Mais, dans nos chambres, une tempête grondait en silence. Holmes n'avait pas fermé l'œil, et bien que je lui ai proposé à plusieurs reprises de préparer un petit déjeuner, il a balayé mes inquiétudes d'un geste brusque, absorbé par la mécanique du piège qu'il avait tendu. Sur la table devant lui se trouvaient 2 objets essentiels. La lettre des archives du comte Hollenstein, dont le type correspondait parfaitement à la machine à ivoire, et la plaque signalétique récupérée dans l'atelier de Walder, a désormais nettoyée et posée dans un écrin de velours tel un bijou. « Tout dépend du timing », murmura Holmes presque pour lui-même. « Il doit croire que le document est authentique et accablant. L'appât doit être à portée de main, mais pas au point d'éveiller les soupçons. Et le lieu ?» demandai-je, ayant appris depuis longtemps que les plans de Holmes impliquaient toujours autant la géographie que la psychologie. Il tapota du doigt une carte pliée. Bellwether Lane, une impasse banale près de Holborn, à un pâté de maison. D'un ancien entrepôt d'imprimerie que j'ai utilisé lors de l'affaire des lithographies persanes. Le bâtiment est calme, abandonné, à l'exception de quelques squatteurs faciles à corrompre pour libérer l'espace. Nous déposerons la lettre là, sans surveillance, mais bien en vue. Un coursier privé fournira une fausse piste à notre mystérieux collecteur, prétendant que le document est temporairement conservé pour vérification. Avec un peu de chance, la nouvelle se répandra rapidement. Et quand il viendra? Il ne viendra pas lui-même, dit Holmes. Les hommes comme Halvorsen ne tombent pas dans les pièges. Il enverra une main forte. Mais si nous observons cette main, nous pourrons peut-être retrouver le bras qui l'a fait bouger. À midi, le plan était mis à exécution. La lettre impériale, soigneusement scellée dans une enveloppe non marquée, fut placée dans un lourd registre à rebord intitulé « Transaction »
1896, Holmes l'a porté lui-même jusqu'à Bellwether Lane, avec moi à ses côtés, et l'inspecteur Lestrade attendant à proximité avec 2 officiers en civil sous ses ordres. L'entrepôt avait été rangé à la hâte et aménagé pour ressembler à un dépôt de documents juridiques oubliés. Le livre, visible par sa légère saillie sur l'étagère, reposait près d'une fenêtre dépolie qui permettait à l'observateur extérieur d'apercevoir sa reliure, de quoi inciter un homme à entrer. Nous nous sommes installés dans le bâtiment, adjacent, un bureau en ruine offrant une vue directe sur la ruelle et l'entrée de l'entrepôt. Là, nous avons attendu, cachés derrière des rideaux poussiéreux, le cœur battant d'impatience et une légère odeur de danger dans l'air. Le temps passa. Les heures s'enchaînèrent. Holmes resta parfaitement immobile, les yeux fixés sur la fenêtre. Lestrade, se déplaçant dans un coin, marmonnait de temps à autre, mais Holmes le fit taire d'un seul regard. Puis, un peu après 5 heures, le mouvement. Une voiture, noire quelconque, s'arrêta au bout de l'allée. Une grande silhouette en long manteau et chapeau melon en sortit, les traits obscurcis par la lumière déclinante. Il avançait non pas avec l'hésitation prudente d'un voleur, mais avec l'économie assurée d'un homme en mission. Holmes se tendit à côté de moi. « Notez-le, » murmura-t-il, « ce n'est pas un coursier, c'est un agent d'entretien. » Nous avons regardé l'homme traverser la ruelle et s'arrêter à l'entrée de l'entrepôt. Il a plongé la main dans son manteau, en a sorti un pied de biche et a ouvert le loquet sans effort. Puis, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, il est entré. Holmes se tourna vers Lestrade. « Maintenant, doucement. » L'inspecteur hocha la tête et, avec ses officiers à sa suite, se glissa dans le brouillard. Nous l'avons suivi quelques instants plus tard. À l'intérieur de l'entrepôt, tout était calme, à l'exception du léger craquement du plancher. Nous montâmes l'escalier, veillant à placer chaque marche avec précision. Holmes nous ouvrait la marche, canne à la main, le regard perçant et fixe. Nous avons trouvé l'intrus près du rayon des livres, fouillant dans les volumes avec des mains gantées. Il avait ôté son chapeau, révélant une tête rasée de près et une cicatrice sur une joue, un visage reconnaissable entre mille, que j'avais aperçu quelques jours plus tôt dans la rue devant la librairie Latimer, l'agresseur de Valder. L'homme se retourna à notre approche, mais Holmes était déjà sur lui. Il frappa avec sa canne, non pas pour le blesser, mais pour le déséquilibrer, l'envoyant s'écraser contre les registres. Les hommes de Lestrade furent prompts à réagir. En quelques secondes, l'intrus fut maîtrisé, jurant dans un allemand épais. « Enchanté, Herr Fuchs, » dit Holmes d'une voix douce. « Vous avez laissé le pauvre Valder à moitié mort. J'espérais que vous reviendriez terminer ce que vous aviez commencé. » L'homme cracha en réponse, mais ses yeux trahissaient la reconnaissance et la peur. Lestrade s'avança. « Vous répondrez d'agression, de vol et de complot en vue d'un meurtre, mon ami. Si je dois vous arracher les mots un par un, je le ferai. » Holmes s'agenouilla et récupéra le registre que Fuchs avait jeté. L'enveloppe contenant la lettre impériale resta intacte. « Curieux, » murmura Holmes, « il n'en a même pas vérifié le contenu. Il n'est pas venu pour lire, mais pour récupérer ou détruire. » Il se leva et se tourna vers l'inspecteur. « Nous devons agir vite. Cet homme n'est que la lame. La poignée reste dans l'ombre. Nous devons frapper avant que l'épée ne soit à nouveau brandie. » Lestrade hocha la tête. « Vous avez un nom ?»« Oui, oui, » répondit Holmes. « Gregor Halvorsen. Et si je ne me trompe pas, il est plus proche qu'on ne le pense. » De retour à Baker Street ce soir-là, l'homme capturé resta silencieux, mais dans la poche de son manteau, Holmes trouva un objet curieux, une carte portant un emblème doré en relief, un phénix surgissant d'un parchemin. En dessous, un seul mot Orbis Holmes me l'a montré alors que nous étions assis près du feu. Orbis, une organisation peut-être, ou un signal. Les phénix renaissent de leurs cendres, et cet homme parle de silence ultime. Il s'aligne. Il regarda les flammes, puis moi. La question est, où se niche le phénix? Croyez-vous que Halvorsen fait partie d'un ordre plus vaste? Je crois.
a déclaré Holmes, qu'il ne s'agit plus d'un mystère de meurtre isolé ni même d'un faux. Il s'agit d'une lutte pour la vérité elle-même, une bataille pour savoir qui peut écrire l'histoire, et nous sommes désormais en première ligne. Juste à ce moment-là, on frappa doucement à la porte. Madame Hudson entra avec un télégramme, l'air perplexe. Il vient d'arriver. Pas d'expéditeur. Holmes l'a lu à haute voix. Le phénix veille. La dernière page se tourne bientôt. Choisissez votre camp, monsieur Holmes. Il plia le papier avec soin et le plaça sur le manteau, à côté de la plaque signalétique et de la lettre impériale. Puis il s'est tourné vers moi, les yeux brûlants. Nous attaquons à l'aube. À cette heure précise le lendemain matin, alors que les premières lueurs du jour perçaient prudemment un voile de brouillard naissant, Holmes et moi montâmes dans un taxi en route pour Kensington Gardens. Le froid était vif et vivifiant. Parfait, remarqua Holmes pour le travail à venir. L'air était imprégné de cette clarté qui suit souvent la fin d'une tempête, même si la véritable tempête planait encore, voilée par des noms, des symboles et l'ultime et terrible ambition d'un homme que l'on croyait mort. Gregor Halvorsen. Holmes avait passé le reste de la nuit précédente à esquisser des possibilités, à affiner les chronologies, à retracer les allégeances et à passer en revue chaque murmure et chaque ombre liées au nom. La clé ne résidait pas dans ce qu'Halvorsen avait fait durant ses années de disparition, mais dans ce qu'il n'avait pas s'il n'avait pas percé en politique, n'était pas entré dans le commerce, n'avait publié ni diffusé. Il avait disparu trop proprement, et comme le raisonnait Holmes, seuls ceux qui sont devenus quelque chose d'autre sont capables de se cacher aussi complètement. Le criminel qui n'apparaît plus dans les journaux de police a simplement changé. De rubrique. Le nom Orbis gravé sur la carte retrouvée dans le manteau de Fuchs offrait un autre tournant crucial. Il n'apparaissait nulle part dans les archives publiques, aucune liste d'entreprises ou de clubs. Mais grâce à un réseau dense d'informateurs, dont Shinwell Johnson et un décrypteur de code particulièrement nerveux à Whitehall, Holmes a découvert la trace d'Orbis en lien avec une discrète résidence privée près de la limite ouest de Kensington, louée à un certain Monsieur Morden. Ce nom, lui aussi, était un pseudonyme. Le véritable propriétaire. Un homme sans acte de naissance, sans famille connue, et dont l'avocat refusait de confirmer l'existence. Halvorsen. Il le fallait. Le taxi nous déposa près d'un portail en fer qui marquait l'entrée de Belgrave Mews, une petite rue si banale qu'elle aurait pu disparaître dans le brouillard, sans la rangée de maisons en briques identiques qui la bordaient. Celle que nous cherchions se trouvait au fond, à moitié enveloppée par le lierre envahissant et ceinte d'un haut mur de pierre. Elle ne se distinguait que par son silence. Tous les volets étaient tirés, toutes les cheminées éteintes. « La voilà », murmura Holmes. Numéro 11, la maison au volet clos. Nous nous sommes approchés à pied en prenant soin de ne pas troubler le silence. Holmes s'arrêta au coin de la rue et sortit une paire de jumelles de son manteau. Il observa la maison pendant une minute entière avant d'acquiescer. Une fenêtre côté nord est légèrement entr'ouverte, dit-il. Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un à l'intérieur souhaite respirer librement, et peut-être faire signe. Un signal ? demandai-je. Il m'a lancé un regard curieux. Même les rats tentent de fuir un vaisseau en feu. Si quelqu'un, à l'intérieur, désapprouve les plans d'Halvorsen, ou craint leur effondrement, il pourrait chercher à nous rejoindre. Nous avons fait le tour du périmètre en silence. À l'arrière de la propriété, au-delà d'une petite cour, et d'une fontaine tarie et obstruée par les feuilles, nous avons trouvé la porte d'un artisan. Holmes a examiné la serrure. Forcée récemment, des rayures sur le laiton. Quelqu'un d'autre est entré et reparti, mais pas de l'intérieur. Il sortit un outil fin de sa poche et travailla rapidement. Quelques instants plus tard, la porte céda avec un léger clic. À l'intérieur, la maison était aussi silencieuse que la tombe. Nous nous sommes faufilés dans un étroit couloir, bordé d'étagères et de lambris en chêne foncé. La poussière flottait dans l'air, troublée uniquement,
par notre présence. Le sol affichait de légères traces de pas, des empreintes de pas récentes menant au hall d'entrée. Nous avons suivi. Le salon, à l'avant de la maison, était caverneux et sombre. De lourds rideaux occultaient la lumière matinale, et une unique lampe à huile projetait des ombres tremblantes sur les murs. Une longue table occupait le centre couverte de cartes, de correspondances et de feuilles de papier fin recouvertes de caractères d'imprimerie. Et là, à sa tête, était assis un homme, Gregor Halvorsen. Il était plus âgé que je ne l'aurais cru. Ses cheveux, autrefois noirs, étaient devenus blancs, et un monocle à monture argentée reposait dans sa main plutôt que sur son œil. Il leva les yeux vers nous sans inquiétude, comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. « Monsieur Holmes, dit-il d'une voix rauque mais ferme, et Dr. Watson, vous êtes tous deux ponctuels et persévérants. » Holmes ne dit rien. Il s'approcha lentement, sans quitter Halvorsen des yeux. « Vous êtes venu chercher vos réponses, » poursuivit Halvorsen. « Mais les réponses sont les premières victimes des guerres que nous menons. Vous ne niez pas votre implication dans le meurtre de Crayford ?» demanda Holmes. Halvorsen sourit faiblement. « Je ne nie rien. Et pourtant, je n'admets rien. Mais je dirais ceci. La mort de Crayford était nécessaire. Il cherchait à révéler une vérité qui aurait brisé des nations. Parce que cette vérité a été construite sur un mensonge de votre propre création, rétorqua Holmes. Le regard d'Halvorsen devint froid. Mensonge ou fiction stratégique? Comprenez-vous le pouvoir d'un seul document, monsieur Holmes? Une lettre correctement falsifiée devient un édit. Une page, si on y croit, peut dresser une nation contre une autre. Nous avons créé le mythe de la trahison parce qu'il servait l'avenir. Parce que l'alternative était le chaos. Mais la vérité compte, dis-je, incapable de me taire. La justice compte. La justice est un pendule, répondit Halvorsen, et la vérité est souvent le poids qui la freine. Holmes posa l'étui en velours contenant la plaque signalétique sur la table. Nous avons ceci, et nous avons la lettre des archives du comte Hollenstein. Ensemble, ils prouvent les faux, et ils remontent jusqu'à vous. Halvorsen examina le dossier, puis ricana. « Alors, je vous félicite. Mais une preuve n'a de valeur que si l'on est prêt à y croire. Qu'allez-vous faire de vos preuves, monsieur Holmes? Les donner aux journaux? À Scotland Yard? Ceux qui comptent vraiment le savent déjà. Et ils ont choisi le silence. » Holmes s'avança. « Pas tous. Vous avez commis une erreur commune aux tyrans. Vous avez sous-estimé la peur. Pas la vôtre, mais la leur. Votre peuple. Halvorsen. Ceux qui tapaient pour vous faisaient vos courses, réduisaient vos ennemis au silence. Ils ont vu ce qu'il advient de la loyauté. Ils ont commencé à parler. Il y eut un silence. Puis des pas résonnèrent dans le couloir. Lestrade entra, flanqué de 2 agents. Derrière lui, Ernst Walder apparut, boitant légèrement mais bien vivant. L'expression d'Halvorsen se brisa. « Toi » murmura-t-il. Walder parla d'une voix venimeuse et silencieuse. « Tu m'as obligé à construire cette machine. Puis, tu m'as traqué quand j'ai fui. Maintenant, c'est fini. » Holmes se tourna vers Lestrade. « Inspecteur, vous pouvez arrêter M. Halvorsen pour conspiration, meurtre et détournement des archives de l'État. Le rapport complet suivra, avec les preuves. » Lestrade hocha la tête d'un air sombre. « Avec plaisir. » Alors qu'Halvorsen était emmené, la première vraie lumière du matin perça les rideaux, baignant la table et l'héritage abandonné de la machine à écrire en ivoire, d'or. Holmes resta silencieux un moment, observant la porte. Je me suis approché. « C'est fini ?» Il secoua légèrement la tête. « Non, Watson, les joueurs sont en garde à vue, mais la scène reste ouverte. » Je suivis son regard vers les papiers encore éparpillés sur la table. Des dizaines de pages, dactylographiées, non signées, attendant d'être signées. « L'histoire, » dit doucement Holmes, « n'est pas écrite par les vainqueurs, Watson. Elle est écrite par ceux qui ont accès aux clés. » Il se retourna alors et, avec un léger sourire, ajouta « Heureusement,
certains d'entre nous préfèrent encore l'encre et la raison. Les événements survenus dans la maison close de Belgrave Mews s'étant terminés avec une efficacité silencieuse, peu habituelle dans de si grandes intrigues. Gregor Halvorsen, autrefois fantôme dans les brumes d'une intrigue internationale, était désormais enfermé dans une cellule surveillée à Scotland Yard. Fuchs, son impitoyable émissaire, avait avoué sous la pression et les fragments d'Orbis, lettres, registres, dépêches, gisaient empilés dans les salles d'épreuve, chacun comme un clou dans le cercueil d'une conspiration qui avait presque réécrit l'histoire. Et pourtant, malgré la satisfaction qu'une telle conclusion pourrait apporter à l'homme moyen, Sherlock Holmes n'était pas satisfait. C'était le deuxième matin depuis l'arrestation d'Halvorsen. Je trouvais Holmes à son bureau, son petit déjeuner intact, les yeux rivés sur les pages dactylographiées étalées devant lui, certaines récupérées au siège d'Orbis, d'autres transcrites, sous sa propre supervision, à partir de lettres détenues par Moreau. La lettre impériale trônait au premier plan, ancrée dans la boîte de velours contenant la plaque numérotée de Valder. Les deux artefacts brillaient faiblement dans la lumière matinale, symboles jumeaux de la tromperie et de la vérité. « J'ai étudié ces lignes 100 fois, » murmura Holmes, « et chaque fois je retrouve le même écho troublant. » Il leva les yeux, le fantôme d'un froncement de sourcils tirant sur les coins de sa bouche. « Que voyez-vous, Holmes ?» demandai-je en mettant de côté le journal qui publiait une chronique vantant la restauration de la vérité dans la conspiration de l'Ivoire, bien qu'elle n'ait pas mentionné directement Holmes à sa propre demande. « Trop peu, dit-il. Et c'est ce qui me trouble. » Il se leva et fit les 100 pas devant la cheminée, une volute de fumée s'élevant de sa pipe comme le fil qui se dénoue d'une pensée. Nous avons Halvorsen. Nous avons la machine à ivoire, retrouvée intacte dans un entrepôt de Limehouse, astucieusement dissimulée sous des couches de chute d'impression inoffensive. Nous avons les ordres dactylographiés, les faux, et la signature unique retrouvée sur la plaque de Valder. Et pourtant, il se retourna brusquement. Ne trouvez-vous pas étrange, Watson, que Halvorsen se soit rendu si facilement? J'ai cligné des yeux. Il était pris au piège, piégé dans son propre repère. Quel choix avait-il? Holmes secoua la tête. Un homme comme Halvorsen anticipe toujours les choses. Il a anticipé ses échecs. Je soupçonne qu'il joue encore une carte que nous n'avons jamais vue. Avant que je puisse répondre, on frappa violemment à la porte. Madame Hudson entra un instant plus tard, portant un paquet enveloppé de papier Kraft, ficelé et sans adresse de retour. Holmes l'accepta, le visage indéchiffrable. Il le retourna soigneusement, notant l'absence de timbres postaux. « Remis en main propre, dit-il. Curieux. » De la pointe de son couteau, il coupa la ficelle et déplia le papier. À l'intérieur se trouvait une liasse de parchemin fin, couleur riz, dactylographié, nom imprimé. Un cliquetis caractéristique de caractères à chasse fixes gravés en noir. Il a lu les premières lignes à haute voix. « Ô messieurs du futur, si vous lisez ceci, c'est que vous m'avez surpassé. Sachez ceci, la vérité n'est pas ce que vous avez découvert, c'est ce que je vous ai laissé croire. Tu as mon pion. Le roi reste libre. » Un long silence s'ensuivit. Watson se pencha. Un bluff? Holmes parcourut la page du regard. Une provocation et un indice. Ceci a été tapé sur la machine en ivoire, mais avec une pression légèrement différente. La machine a été modifiée avant d'être cachée. Il tourna la page. En bas, une légère empreinte, non pas due à la machine elle-même, mais gravée dans la page comme un filigrane CR7. Fragment du code Petrov, 6 juin. Holmes fronça les sourcils. Le code Petrov, un système de chiffrement autrefois utilisé par les agents russes pour communiquer avec des agents étrangers infiltrés. Halvorsen a peut-être transmis un message par cette page, non pas dans les mots, mais dans la structure. Qu'est-ce que ça veut dire? Demandai-je. Holmes s'approcha de la table et prit un petit livret,
une clé de chiffrement issue d'une précédente affaire impliquant un agent double russe près de Cambridge. Il s'en servit pour déchiffrer les dernières lignes du document, dactylographié. Au fur et à mesure qu'il écrivait, le message prenait forme. Transfert initié. Début de la phase 2. Objectif. Dvorak. Holmes se rassit. Son regard croisa le mien avec un rare éclair d'urgence. « Watson, a-t-il dit, nous n'avons pas fini. Dvorak, un nom de code. Peut-être une personne. Plus probablement un projet. Si c'est réel, et je le crois, l'opération d'Alvorsen continue. Ce que nous avons démantelé n'était qu'une cellule. Mais la machine, les documents, nous l'avons démasqué. Exposer une partie de lui, corrigea Holmes. Mais la plus grande arme d'Alvorsen n'était pas la machine à écrire en ivoire. C'était la foi. La confiance en l'authenticité. Si une autre machine existe, un autre moyen de forger la réalité, alors la vérité est à nouveau menacée. Il se tourna à nouveau vers les pages. L'homme que nous avons derrière les barreaux pourrait bien être encore visible. Le véritable architecte, le roi du conseil d'administration, pourrait encore être en liberté. J'ai ressenti un frisson malgré la chaleur matinale. Mais si c'est le cas, par où commencer à nouveau? Holmes se leva. Avec Moreau. À midi, nous étions de nouveau dans les couloirs désormais vides d'Aldgate House. Moreau avait fermé le bureau pour une durée indéterminée, trop de demandes. Trop d'ombre pour un homme qui avait toujours préféré le réconfort des notes de bas de page au feu de l'action. Mais Holmes avait convenu de le rencontrer là-bas. Moreau est arrivé 10 minutes après nous, le visage pâle, mais posé. « J'ai bien reçu ton message, » dit-il doucement. « Ce n'est pas fini ?» Holmes déposa le paquet énigmatique sur le bureau. « Pas encore, » dit-il. « Avez-vous déjà entendu parler du projet Dvorak ?» Moreau marqua une pause, puis hocha la tête. « Rumeur seulement. Un programme d'origine tchèque au sein des services de renseignement austro-hongrois, conçu pour produire non seulement de faux documents, mais des documents entiers. Histoire. Publications antidatées, fausses archives et même documents. Public fabriqué. Une machine qui faisait plus que taper. Elle façonnait la mémoire. La voix de Holmes était neutre. Et Alvorsen en était l'intendant. Moreau hésita, puis... Non, c'était lui qui le recrutait. Le steward était quelqu'un d'autre. Holmes s'approcha. Qui? La voix de Moreau était à peine plus qu'un murmure. Il s'appelait le bibliothécaire, pas de vrai nom, juste un rôle. Il collectionnait des histoires, vraies et fausses, et les organisait comme on organise des livres. Alvorsen lui rendait des comptes. Où? Moreau secoua la tête. Personne ne le savait. Seulement qu'il opérait à partir d'une collection privée. Une collection qui rivaliserait, dit-on, avec les archives impériales elles-mêmes. Quelque part en Mitteleuropa. Holmes expira lentement. Alors, c'est loin d'être fini. Ce soir-là, de retour à Baker Street, Holmes se tenait devant le feu, la page déchiffrée dans une main et un télégramme frais dans l'autre. Il venait d'arriver d'une source anonyme. Holmes le lut à voix haute. « Vous avez gratté l'encre, monsieur Holmes, mais la page est bien plus profonde que vous ne le pensez. On se retrouve à la reliure. » L'île jeta le télégramme dans les flammes et le regarda brûler. Je me suis tenu à côté de lui. « Que vas-tu faire maintenant ?» ai-je demandé. Holmes sourit faiblement. « Ce que je fais toujours, Watson. Je suis le fil, jusqu'à ce qu'il ne tienne plus. » Il se détourna du feu, le regard perçant. Mais je soupçonne que ce fil conducteur mène à une toute nouvelle histoire, un jeu d'encre, de papier et de mémoire. C'est au plus profond du silence de cette nuit de printemps que Holmes prononça à nouveau ce nom pour la première fois, un nom qui jusqu'alors n'existait que dans des murmures cryptiques et des allusions soigneusement codées, le bibliothécaire. Je le trouvai assis à la fenêtre, sa silhouette se découpant sur les lumières argentées et brumeuses de Baker Street, son violon silencieux à ses côtés. Le feu avait faibli, projetant de longues ombres qui léchaient les coins de notre salon, comme de l'encre coulant sur une page. « Le bibliothécaire », répéta-t-il presque pour lui-même.
un personnage plus profondément enfoui que n'importe quel dossier d'État, et pourtant celui qui semble exercer une influence des plus profondes. Un conservateur de fiction se faisant passer pour des faits, un courtier en mémoire, un éditeur du Monde. Je me suis rapproché, le télégramme de tout à l'heure persistant encore dans mon esprit. Vous avez gratté l'encre, monsieur Holmes, mais la page est bien plus profonde que vous ne le pensez. On se retrouve à la reliure? Elle. La reliure. Holmes. Qu'en pensez-vous? Holmes se détourna de la fenêtre, les flammes dansant dans son regard. C'est une métaphore, certes, mais aussi une directive. Le bibliothécaire parle d'archives, le codex, le manuscrit. La reliure évoque le lieu où tous les récits disparates sont rassemblés et conservés. Dans son esprit, c'est le cœur de son activité. Tu penses qu'il souhaite te rencontrer? Je crois, dit Holmes en se redressant de toute sa hauteur, qu'il souhaite me mettre à l'épreuve, et peut-être, étrangement, se faire comprendre. Nous avons passé les 2 heures suivantes à éplucher chaque fragment retrouvé dans les appartements. d'Alvorsen, chaque lettre de la cache d'Orbis et chaque message intercepté. Finalement, Holmes a trouvé ce qu'il cherchait dans une note de bas de page presque oubliée. Une référence, enfouie dans les journaux d'Orbis, à une Bibliotheca Obscura. La bibliothèque obscure, traduisit Holmes. Elle apparaît en conjonction avec un registre d'expédition répertoriant des manuscrits rares, mais la localisation indiquée est vague. Il a tracé un doigt le long de la ligne. POC, facture expédiée via Calais, destinataire. Mondor, code étiquette. Arcanum 17. Je connais ce nom, dis-je. Le Mondor, un sanatorium dans le Jura, près de la frontière franco-suisse. Il a été fermé il y a 10 ans après un incendie. Holmes hocha la tête. Exactement le genre d'endroit que personne ne revisite. Et précisément le genre d'endroit à réaménager pour des archives clandestines. En quelques heures, Holmes avait assuré notre passage vers le continent, grâce à l'un de ses discrets contacts au ministère des Affaires étrangères. Connu de moi seul sous le nom de Clarence, nous avons obtenu de faux documents de voyage et des noms d'emprunt. Nous avons quitté Londres sous le couvert du brouillard matinal, traversé tranquillement Douvres et sommes arrivés sur le sol français à la tombée de la nuit. Le train pour le Jura serpentait à travers des cols étroits et des villages reculés. Je dormis peu et Holmes pas du tout. La deuxième nuit, nous atteignîmes les abords du Mont d'Or. Le sanatorium en ruine se dressait au sommet d'une crête battue par le vent, ses fenêtres comme des yeux creux, sa façade noircie par le temps et l'abandon. Et pourtant, lorsque nous nous sommes approchés, une seule lanterne brûlait à la porte. Holmes fit signe de se taire et nous avançâmes, nos pas étouffés par la mousse et la brume. Il frappa 2 fois sur le cadre en bois. La porte s'est ouverte. Un homme de silhouette frêle et vêtu d'un manteau de laine sombre, boutonné jusqu'au menton, se tenait devant nous. Il ne parlait pas. Il s'écartait et faisait un geste vers l'intérieur. Holmes entra le premier. Je le suivis, les nerfs tendus par l'impatience. Nous avons traversé un étroit couloir bordé d'étagères allant du sol au plafond, chaque centimètre carré rempli de livres, de dossiers, de manuscrits, de parchemins. Certains étaient modernes, d'autres anciens reliés de cuir craquelé ou de vélin cassant. Je n'avais jamais vu une telle collection, même pas à la Bodléienne ou dans les archives secrètes du Vatican. Nous arrivâmes enfin dans une salle voûtée au cœur de la structure. Là, assis derrière un large bureau en bois, se trouvait lui, le bibliothécaire. Il était vieux, plus vieux même que Alvorsen. Ses cheveux étaient devenus blancs et sa barbe tombait jusqu'à la poitrine comme une robe. Pourtant, son regard était d'une clarté saisissante, vif, brillant de l'intensité d'un homme qui n'avait pas oublié un seul mot en 50 ans. Il regardait Holmes avec une sorte d'admiration. « Vous m'avez trouvé », dit-il d'une voix douce, cultivée et teintée d'un accent que je ne parvenais pas à identifier. Très impressionnant. Holmes inclina la tête. « Vous m'avez invité. » Le bibliothécaire désigna les chaises devant lui. Nous nous assîmes. « Je l'avoue, » poursuivit-il, « j'étais curieux de savoir si vous viendriez.
Halvorsen était un excellent soldat, mais il manquait d'imagination. Vous non plus. Holmes croisa les doigts. Et vous avez une imagination débordante, je suppose. La bibliothécaire sourit faiblement. Je préserve l'imagination. Je la guide. Il fit un geste autour de lui. Ceci est de l'histoire, monsieur Holmes. Les histoires qui n'ont pas été racontées. Les lettres qui n'ont jamais été envoyées. Les décrets qui n'ont pas été signés. Nous ne sommes pas des faussaires, nous sommes des restaurateurs. Vous êtes des manipulateurs, corrigea froidement Holmes. Des créateurs de mémoire, artificiels. Vous avez transformé la documentation en arme. Le bibliothécaire ne broncha pas. Et en quoi est-ce différent de votre empire, Dr. Watson? Du Parlement? Des rédacteurs de Fleet Street qui façonnent l'opinion publique chaque matin? Parce qu'ils sont responsables, ai-je dit. Il rit doucement. Et pourtant, tu leur fais toujours confiance. Holmes se leva lentement. Je suis venu ici pour une seule raison, monsieur. Mettre fin à ce jeu. La machine à écrire en ivoire a été démontée ce matin. Les lettres originales sont entre les mains de 3 avocats indépendants. L'histoire d'Orbis sera bientôt rendue publique. Le bibliothécaire n'a montré aucune réaction. Holmes poursuivit. Mais je vous offre un choix, éloignez-vous, démantelez cette bibliothèque. Laissez la vérité éclater, et vous serez tranquille. Continuez, et je dénoncerai chaque usager, chaque affilié, chaque client qui a consulté vos pages. Les yeux du bibliothécaire brillèrent. Tu crois que ça arrêtera l'histoire? Là, je pense que ce sera le bon départ, a déclaré Holmes. Un long silence suivit, puis à ma grande surprise, le bibliothécaire acquiesça. Qu'il en soit ainsi. Il se leva, alla vers un placard latéral et en sortit une lourde clé. Ceci ouvre le registre central, l'index des archives. Prenez-la, brûlez-la si vous le voulez. J'en ai assez vu. Holmes prit la clé sans un mot. Nous sommes partis, en silence. De retour à Londres, la révélation de l'affaire Orbis a profondément ébranlé l'establishment politique. Des noms ont été cités, des documents ont été vérifiés. La marque de la machine à ivoire a été retrouvée sur pas. Moins de 17 cas de contrefaçon sur une période de 20 ans. Bien que beaucoup aient tenté de discréditer les preuves, la vérité a persisté. Gregor Halvorsen a disparu de sa cellule quelques semaines plus tard. Son évasion n'a jamais été expliquée. Le bibliothécaire n'a plus jamais été revu et Holmes, après avoir remis son rapport final à une poignée de parlementaires sélectionnés, se retira dans le Sussex pendant plusieurs semaines, son violon étant son seul compagnon. Un soir, alors que j'étais assis seul dans Baker Street, une lettre est arrivée. Elle venait de Holmes Watson, l'encre est sèche. La page est tournée, et pour une fois je soupçonne que le prochain chapitre ne sera pas écrit par des menteurs. Il y a une sorte de justice là-dedans. SH, c'était un rare matin de mai à Londres, de ceux qui arrivent comme une grâce après une longue peine, inattendu, presque incrédule. Le soleil filtrait à travers le voile de brouillard qui s'accrochait encore aux cheminées et aux vitres, mais il apportait avec lui un sentiment de résolution, comme si la ville elle-même avait expiré. J'étais assis seul dans notre vieux salon du 221B Baker Street, l'âtre froid, l'odeur de fumée de pipe depuis longtemps disparue, et la pièce plus silencieuse qu'elle ne l'avait jamais été depuis les années où Holmes y occupait un logement. Animé, cela faisait 3 semaines que Sherlock Holmes était parti pour le Sussex, n'emportant avec lui que son violon, quelques livres usés et les documents scellés relatifs aux archives démantelées, connus sous le nom d'Orbis. Il n'avait laissé aucune instruction, aucun adieu officiel. Seulement une simple feuille de parchemin, non signée mais incontestablement la sienne, soigneusement pliée sous ma trousse médicale. Le récit est clos, Watson. Il ne reste que l'encre et ce qu'elle choisit de retenir. Je l'avais lu plus de fois que je ne voulais l'admettre. Bien que l'enquête officielle fût close, les répercussions de notre dernière affaire se faisaient encore sentir. L'évasion de Gregor Halvorsen demeurait inexpliquée. Certains pensaient qu'il avait péri dans la Tamise la nuit de sa disparition.
D'autres murmuraient qu'il était revenu sur le continent sous un nouveau nom protégé par ceux qui craignaient l'effondrement de trop d'institutions s'il reprenait la parole. L'inspecteur Lestrade, d'une discrétion inhabituelle, m'avait confié que plus d'un dossier scellé avait disparu de Whitehall dans les semaines qui avaient suivi la disparition de Halvorsen. Et l'homme connu sous le seul nom de le bibliothécaire, le fantôme dans les archives, avait disparu si complètement que même Holmes a admis que nous n'avions aucune chance de le revoir un jour. Pourtant, la vérité avait éclaté, au moins en partie. La machine à écrire en ivoire, cet élégant artifice de tromperie, avait été démontée sur ordre du gouvernement, ses pièces dispersées en 3 endroits différents, l'une enterrée en Écosse, une autre dans un caveau sous la Royal Society, et la 3e irrémédiablement fondue à la demande personnelle de Holmes. La presse n'a jamais eu connaissance de toute l'histoire. Une brève mention dans le Times-Hill faisait référence à la révélation d'un réseau mineur de contrefaçon parmi les collectionneurs continentaux, l'histoire étant enfouie sous des rapports faisant état d'un remaniement ministériel français et de troubles dans les Balkans. Seuls 3 hommes dans toute l'Angleterre, Holmes, Lestrade et moi-même, ont compris l'ampleur réelle de ce qui venait de se passer, et pourtant Holmes n'était pas revenu. Je réfléchissais à cette absence lorsqu'un coup sec frappa violemment le silence matinal. J'ouvris la porte et découvris un garçon, couvert de taches de rousseur, essoufflé, serrant contre lui un paquet enveloppé dans du papier kraft ordinaire et ficelé avec de la ficelle de boucher. Il me le glissa entre les mains et disparut sans un mot. À l'intérieur, j'ai trouvé une lettre. « Mon cher Watson, je crains que la tentation de rester détaché ne m'ait échappé. Je me surprends, encore aujourd'hui, à rejouer les étapes de cette dernière affaire, non pas pour l'analyser, mais pour la comprendre. Il y a eu un moment, quelque part dans le dénouement d'Orbis, où j'ai cessé de traquer un criminel et commencé à me confronter à une question plus profonde, une question qui m'échappe depuis longtemps. La vérité, une fois déformée, peut-elle jamais être restaurée ? Je crois avoir trouvé une partie de la réponse. Ce colis contient la dernière pièce de notre dossier. Quelque chose que j'ai choisi de ne pas détruire, même si j'avais tous les moyens de le faire. Ce n'est ni une arme, ni une preuve. C'est plutôt un document. Une histoire gravée par de fausses clés et corrigée par de vraies. Vous la garderez précieusement. Quant à moi, je resterai où je suis pour l'instant. Toujours ton ami SH les mains tremblantes, j'ai retiré le contenu du paquet. C'était un in-folio relié en cuir et patiné, gaufré et sans titre. À l'intérieur se trouvèrent des pages dactylographiées, certaines tachées par le temps, d'autres récentes, leur police étant indéniablement celle de la machine à ivoire. Mais entre elles, écrites de la main méticuleuse de Holmes, se trouvaient des annotations, des notes de bas de page, des corrections. Dans les marges, il avait écrit des vérités, des noms expurgés, des chronologies corrigées, et même des regrets lorsque des mensonges avaient trop longtemps été perpétués. Ce n'était pas une confession, ni un mémoire. C'était un registre de faits mal utilisés, désormais restauré. La dernière page ne comportait qu'une seule ligne, tapée de l'écriture fine et caractéristique de la machine. L'histoire ne peut être réécrite. Mais elle peut être lue avec vérité, si l'on sait quelle page tourner. Je reposai lentement le folio, ressentant son poids, non seulement en masse, mais aussi en conséquence. C'était une histoire retrouvée, non effacée. Holmes n'avait pas détruit l'héritage de la machine, mais l'avait réécrit avec la précision même qui lui avait autrefois donné sa puissance. Ce soir-là, je fis une longue promenade le long de l'embankment. La ville s'agitait autour de moi avec son indifférence habituelle. Les voitures claquaient, les réverbères vacillaient, et le brouillard, toujours fidèle, recommençait à s'installer. Mais quelque chose avait changé. La vérité fracturée, cachée, presque perdue, avait été sauvée par celui-là même qui avait toujours prétendu agir au-dessus des sentiments. Il avait suivi le fil jusqu'au bout, et au lieu de le couper, il l'avait noué avec soin. Ce n'est que 15 jours plus tard que j'ai reçu une deuxième lettre.
l'enveloppe était oblitérée depuis un village côtier près d'Eastbourne, où Holmes s'était retiré sous prétexte d'étudier les silicates marins. L'enveloppe contenait une coupure de presse d'un petit journal francophone intitulé Revue internationale des archives, pliée autour d'une seule feuille de l'écriture de Holmes. L'article détaille la vente, aux enchères inattendues d'une collection de manuscrits rares à Prague, donateur anonyme, enchères fermées. Parmi les lots, plusieurs lettres de la cour des Habsbourg, longtemps considérées comme perdues, et un fragment de tapuscrit ressemblant à la police ivoire, désormais tristement célèbre. La note de Holmes disait simplement « L'encre, semble-t-il, n'était pas encore complètement sèche. Mais que ceux qui ont soif d'histoire se rassasient. La vérité, Watson, n'est pas une lame, mais une lanterne. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. S.H. l'affaire se conclut ainsi, non pas par un coup de tonnerre ou un scandale, mais par une illumination sereine et sereine. Holmes avait triomphé non seulement en logique, mais aussi en héritage, non pas en annihilant les mensonges, mais en offrant un prisme permettant de les voir tels qu'ils étaient. Même maintenant, alors que je clôture ce récit, le folio repose sur mon bureau. Je ne le conserve ni dans un coffre, ni derrière des tiroirs verrouillés, mais à côté de mes ouvrages médicaux et des chroniques familières des triomphes antérieurs de Holmes, car il appartient non seulement à l'histoire, mais aussi à l'avenir, pour nous rappeler à tous que la vérité, comme l'encre, peut s'estomper, mais qu'elle ne disparaît jamais complètement, si l'on est assez courageux pour tourner la page.